Dans cette nouvelle vidéo, on va voir comment est-ce qu'on peut utiliser la barre d'état. Bon, j'appelle ça la barre d'état. On verra comment est-ce que cette barre va nous permettre en un seul coup d'œil d'avoir un état global d'un élément dans une application. Ça, c'est très important parce que Dynatrace va collecter énormément d'informations sur votre infrastructure. Et donc, du coup, il est très important en un seul coup d'œil de pouvoir dire tout va bien ou tout ne va pas bien. Et puis, si tout ne va pas bien, qu'est-ce qui ne va pas bien? Et donc, du coup, on va voir cette barre dans laquelle on peut avoir un résumé de l'état de notre application. Bon, quand je parle de notre application, on verra plus tard lorsqu'on va commencer à aborder les notions de Digital Experience Monitoring, le REM et tout ça. Que lorsqu'on parlera d'application, on parlera vraiment d'application. Ce sera votre application de e-commerce et autres. Mais en général, lorsqu'on va parler d'application, je vous ai dit, dans l'évolution de Dynatrace aujourd'hui, tout est désormais application. Donc, il ne faut pas faire de confusion. Plus tard, on parlera d'application au sens de votre site e-commerce, votre site de vente, votre site, bon, site e-commerce, site de vente, votre site e-commerce, ça va être votre site e-commerce, ça va être votre site de réservation ou quoi que ce soit. Mais lorsqu'on parle désormais d'application dans Dynatrace, on parle bien des briques qui vont permettre de piloter de manière précise un élément de votre application. Donc, faites aussi bien le distinguo entre ces deux applications. Donc, si je reviens dans notre cas, parce que comme je vous ai dit, lorsque vous faites du Dynatrace, vous allez énormément travailler avec les machines. Donc, très souvent, vous serez en train de travailler au niveau des hosts. Ça, c'est simplement dû au fait que pour Dynatrace, son point de départ, c'est en général les machines. Dans les précédentes vidéos, on a parlé de services, on a parlé de process, mais tous ces éléments ne peuvent exister que parce qu'il y a un host qui existe. Il y a un host qui porte ce service. Donc, ça peut être votre conteneur Docker qui a un service qui tourne. Et donc, du coup, Dynatrace, à travers ce conteneur, va pouvoir remonter le service. Ça peut être une VM. À travers votre conteneur, on va pouvoir remonter tous les services, toutes les applications qui tournent dessus. C'est pour ça que très souvent, on sera amené à travailler avec les machines. Donc, lorsque je sélectionne une machine au hasard, je prends par exemple celle-là. Donc, cette barre d'état est valable pour tout, hein, que ce soit des conteneurs, des machines virtuelles, des machines physiques. Donc, la barre dont je parle, c'est celle-là, qui en un seul coup d'œil nous donne déjà une très bonne vision de notre élément. Donc, pour commencer, tout à droite, on a d'abord ce qu'on appelle les properties and tags. Les properties and tags, c'est deux choses. La première des choses, c'est vraiment les propriétés. Quand on va parler de propriétés, il faut penser métadonnées. Lorsqu'on parle de métadonnées, je prends par exemple le cas d'un conteneur. Lorsqu'on parlera des métadonnées, pour ceux qui font par exemple du Kubernetes, les métadonnées, ça va être par exemple tous les labels que vous allez insérer dans vos déploiements. Deployment config, ça peut être, peu importe, ça va être vraiment ces labels. Dès que ces labels vont être positionnés dans vos déploiements classiques que vous faites, Dynatrace va récupérer toutes ces données. Pourquoi est-ce qu'il va les récupérer? Parce que pour lui, c'est de l'information qui vous permettra de classer. Parce qu'en général, ces métadonnées, vous les mettez pas au hasard. Les labels que vous mettez au niveau de vos conteneurs, de vos configs Kubernetes, c'est mis pour représenter une information bien précise. Et donc, du coup, tous ces labels vont être récupérés par Dynatrace. Donc, ça, c'est un exemple de propriété qui va être récupéré par Dynatrace. Une autre propriété, aujourd'hui, lorsque vous faites vos déploiements, je prends par exemple une entreprise qui fait du multi-cloud, une partie de son infra est chez Azure, une partie de son infra est chez AWS. Vous comprenez que lorsque les machines vont remonter, Dynatrace va essayer de récupérer quelques petits briques d'informations comme ça. Et c'est cette petite brique d'information qui va remonter à travers son agent ou bien ceux qui feront plutôt du OpenTelemetry ou d'autres technos. À travers ces récupérations, Dynatrace va essayer de récupérer toutes ces informations pour vous permettre, plus tard on verra comment est-ce qu'on peut utiliser ces métadonnées pour faire des filtres, des classements. On a parlé des management zones. Donc on verra comment est-ce que les métadonnées que vous positionnez par exemple au niveau Kubernetes, on pourra les récupérer pour que Dynatrace
classe automatiquement vos pods. Donc, on n'a pas besoin de faire de config. On dira, si tu trouves telle métadonnée, tu es associé à tel management zone. Donc, c'est comme ça qu'on va commencer à travailler avec ces petites métadonnées. Et donc, du coup, l'un des moyens les plus rapides pour accéder à ces métadonnées, c'est le bouton propriété en tags. Donc, lorsque je clique sur propriété en tags, donc, vous voyez, il va nous... Bon, ces propriétés en tags, bien évidemment, c'est pour dire que c'est deux parties. Il y a la partie tags et la partie propriété. Donc, on va d'abord commencer à voir la partie propriété. Donc, comme je vous ai dit, les propriétés, ça va être toutes ces petites informations. Donc, vous voyez, par exemple, ici, Dynatrace vous dit que le fournisseur cloud, c'est Google Cloud Platform. Donc, ça, ce n'est pas des informations qui sont renseignées. C'est lorsque l'agent Dynatrace va tourner, ça possède bien l'agent OpenTelemetry, il va tourner sur votre machine, il va essayer de parcourir la machine et récupérer des petites briques d'informations. Pour ceux qui viennent du monde de l'infra, vous allez très vite comprendre, lorsqu'on fait de la virtualisation, au sein de la machine virtuelle, on fait en général, on ramène en général des informations parce que pour que l'hyperviseur puisse manipuler votre machine virtuelle, il est obligé de positionner un certain nombre d'éléments au niveau de votre VM. Et donc, du coup, ce que Dynatrace fait, en fait, il vient lire toutes ces petites informations. Et c'est à partir de ces petites informations qu'il est capable d'identifier que là, il s'agit d'une offre Google Cloud. Et lorsqu'il est capable d'identifier les machines, le nombre de CPU, le nombre de RAM, donc c'est tout ce parcours que l'agent Dynatrace va faire au sein de votre machine qui va pouvoir déterminer quel type d'hyperviseur, quelle architecture de la machine. Donc vous comprenez bien que c'est vraiment de la découverte. Et donc du coup, c'est comme ça que Dynatrace récupère ces petites informations. On verra comment est-ce qu'on pourra exploiter ces petites informations pour par exemple faire des classements, affecter une machine à une équipe, affecter une machine à management zone. Et donc du coup, c'est à partir de cette petite métadonnée. Vous voyez par exemple, ici, Dynatrace met tout à la fin, il a rajouté un champ qu'il appelle Custom Metadata. Et ça, c'est aussi maintenant, on verra ça plus tard lorsqu'on fera les premiers déploiements de nos agents Dynatrace, que au-delà des informations classiques que l'agent va pouvoir récupérer, il sera possible aussi de rajouter nos propres informations. Et là, par exemple, dans le cas de ce déploiement, on voit bien que on a rajouté une custom metadata dans lequel on a défini qui s'appelle deploy using Ansible. Et donc, du coup, ça peut aussi vous permettre de distinguer pour les entreprises qui font de l'Ansible, qui font du SourceStack en même temps. Ça permet de distinguer quelle machine, quelle solution de déploiement a été utilisée pour livrer la machine. Et donc, du coup, ça peut aussi vous permettre de faire des statistiques. Est-ce que j'ai plus d'erreurs sur des machines déployées avec Ansible qu'une machine déclarée avec Terraform, qu'une machine déclarée avec SourceStack? Donc, c'est toutes ces petites données qu'on va rajouter et c'est ça que Dynatrace agrège dans la partie propriété. Donc, bien évidemment, comme j'ai dit, dans les propriétés, vous avez deux types. Ceux que l'agent va découvrir tout seul et ceux que vous pouvez rajouter vous-même pour pouvoir faire des classements au cas où l'agent ne détecte pas une information qui, à vos yeux, semble être une information pertinente. Bon, la deuxième catégorie, c'est la partie tags. Les tags, ça va être un peu comme les custom metadata qui sont ici. En général, les propriétés, comme j'ai dit, c'est plus de la découverte. Donc, mais vous pouvez forcer vos propres propriétés. Mais en général, en entreprise, lorsqu'on rentre dans le cadre où il faut plus forcer, en général, l'option la plus appropriée, ça va être du tag. Donc ça aussi, on verra plus tard. Dynatrace vous permet de mettre à disposition plusieurs manières de taguer vos machines. Ça peut être un tagging depuis l'interface en application manuelle ou un tagging depuis l'interface en application auto. Quand je parle d'application auto, c'est que au lieu de dire qu'on affecte un tag bien précis, ce serait de dire on affecte un tag. Dans le manuel, on va dire pour la machine A, pour le service A ou le process A, j'affecte tel tag. Ça, c'est du tagging manuel. Dynatrace vous permet aussi du fait de tagging automatique. On reverra ça dans les détails. À ce moment, lorsqu'on fait du tagging, c'est Dynatrace va vous dire, on va dire à telle condition. Si telle condition est remplie, la condition, ça peut être par exemple que si tu te rends compte que le meta tag, la propriété cloud, c'est Google Cloud Platform, tu lui affectes tel tag. Ouais, un peu. Et donc, du coup, c'est comme ça qu'on peut faire du tagging automatique. Donc, en fonction d'une condition, on affecte un tag. Et bien évidemment, les tags et les propriétés pourront être utilisés
pour classer nos machines en management zone. Et donc du coup, on verra ça. Si je me positionne par exemple sur le tag, sur cette unique tags, vous voyez, il est marqué dessus à la fin, entre parenthèses, appliqué par Google Compute Engine. Donc là, en fait, Dynatrace est en train de vous dire que ça c'est un tag, mais faites attention. C'est un tag qui a été positionné depuis votre offre cloud. Et donc du coup, dans notre déploiement, on verra que depuis l'infra cloud, il sera possible d'envoyer des tags de Dynatrace et ces tags seront utilisés pour faire des classements, pour faire des recherches. Donc, distinguez bien les tags qui sont posés en manuel dans l'interface Dynatrace, les tags qui sont posés en automatique dans l'interface Dynatrace et aussi les tags qui sont portés depuis le OneAgent, depuis votre fournisseur cloud. Et donc, du coup, tout ça, aujourd'hui, vous pouvez les retrouver au niveau de propriétés tags. Notamment, vous pouvez retrouver l'OS, vous pouvez retrouver les tags SIP, les choses comme ça. Donc ça, en général, c'est assez changeant parce que entre le moment où vous êtes sur un pod et le moment où vous êtes sur une VM, vous comprenez bien que les tags ne seront pas les mêmes. Si je prends par exemple cette autre machine, donc vous voyez ici, lorsqu'on arrive sur le Cloud Platform Type, lorsqu'il nous dit désormais, ah, faites attention, c'est du Kubernetes. Et donc du coup, ça, ce n'est pas de l'information qui est renseignée, c'est l'agent Dynatrace qui collecte. Et là, du coup, vous n'avez même pas besoin de forcer pour lui dire ça, c'est du Kubernetes. C'est l'agent qui découvre et vous remonte l'information. Et derrière, comme j'ai dit, ces informations, vous voyez ici, il a découvert et ici, il vous a rajouté un champ label. Et là, du coup, vous trouvez tous vos labels. Donc, du coup, vous pourrez faire des fils, des choses comme ça. On verra ça plus tard lorsqu'on va commencer à travailler avec les management zones ou les tags. Donc, tout à l'heure, lorsqu'on faisait la vidéo sur les recherches, vous vous souvenez, on avait pu filtrer sur le cluster. Et donc, du coup, vous voyez, il vous donne le nom du cluster. Et donc, du coup, ça, c'est des informations pour, par exemple, rajouter, par exemple, de dire, si tu vois que le cluster, c'est du type EKS, tu le mets dans une management zone qui s'appelle EKS. Ça, c'est des choses. Et là, du coup, ça fait que vos équipes n'ont même pas à se poser la question quel est le nom de ma machine, quel est le nom. Ils ont juste à sélectionner la management zone et vous aurez déjà fait le travail. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, Dynatrace fait partie du mouvement qu'on appelle du mouvement NoOps. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, le NoOps, c'est vraiment de se dire, au-delà du DevOps qui vise à supprimer la frontière entre les devs et les opérationnels, le NoOps a une approche un peu différente. Elle dit, aujourd'hui, tout doit même être porté depuis le dev. Et donc, du coup, le rôle du Ops n'est plus nécessaire. Bon, ça, on verra des cas plus tard. On verra comment est-ce qu'on peut utiliser Dynatrace pour faire de l'auto-remédiation. Là, on verra comment Dynatrace peut identifier un problème et comment Dynatrace peut déclencher des actions de remédiation. Ça peut être, il appelle un playbook Ansible, il appelle un job Jenkins. On verra ça plus tard. Et donc ça rentre dans le mouvement du NoOps parce que aujourd'hui, dans des outils modernes d'observabilité, le but c'est que dès le moment qu'on fait tout le dev depuis, qu'on fait nos devs depuis nos repos, l'idée c'est que c'est ces éléments qui portent toute la configuration. Donc la configuration en général, c'est possible au niveau de Dynatrace d'avoir une configuration minimale, mais que ce soit vos développements qui portent vos configs. On verra dans quel cas ça peut être intéressant et dans quel cas ça peut avoir ses limites. Mais aujourd'hui, gardez bien à l'esprit que il est facilement possible avec un outil comme Dynatrace d'avoir une plateforme qui fait de la remédiation automatique. Donc si on veut avancer, donc je vous ai dit il y avait les propriétés tags, donc c'est vraiment les données qui vont être collectées et puis vous pourrez racheter vos propres données. On verra. Le deuxième élément, c'est juste un état. Hein. Il dit nos problèmes. C'est vraiment que il vous dit pour la machine en question. Bon, je vous ai dit là-bas, l'état est valable pour les services, les machines, les process. Donc, on sera aussi sur les mêmes boutons. Hein. On aura les propriétés tags pour les services, les applications. Mais comme j'ai dit, tout part d'une machine. Donc, compte tenu du fait que la machine est portée par un service, vous comprenez qu'il y aura donc aussi cette notion d'héritage.
Le fait que j'appartienne à une machine qui est de type Kubernetes, dont moi mes services derrière forcément héritent des tags. Donc gardez bien aussi à l'esprit cette notion d'héritage. Compte tenu du fait que moi je suis un de tes sous-éléments et un certain nombre d'éléments dont je peux hériter de toi. À côté de ça, pour ceux qui sont un peu familiarisés avec le monde des JVM, lorsque vous lancez un process Java, il est possible de définir aussi des variables d'environnement. Et donc du coup, vous voyez qu'au sein d'un service, on pourra définir des variables d'environnement qui pourront être aussi récupérées. Donc faites attention, ce n'est pas parce que je suis un de tes sous-éléments que je dois automatiquement, que tu dois avoir tous mes éléments. Je peux hériter de tes éléments, mais toi tu ne peux pas hériter de mes éléments. Tout simplement parce que l'élément peut être par exemple positionné au niveau du process, de la ligne de commande qui démarre le service. Et là du coup, il y aura cette notion d'héritage et autres. On verra ça plus tard. Donc, comme je disais, il y a aussi ce deuxième élément qui vous dit par exemple que sur votre machine, vous n'avez aucun problème. Là, il s'agit d'une machine. Les problèmes, ça peut être divers et variés. Ça peut être la machine commence à saturer en CPU. Vous aurez un indicateur pour dire que vous avez 2-3 problèmes. Ça peut être la machine sature en RAM. Ça peut être un process qui commence à faire un taux élevé d'erreur. Donc, en un coup d'œil ici, vous savez si tout va bien ou pas sur votre machine. Ici, c'est la page des vulnérabilités. Donc, pour chacune, vous pouvez cliquer et avoir les détails. Là, actuellement, il vous dit, faites attention, vous avez 99 vulnérabilités. Et puis, en fonction de vos vulnérabilités, il vous donne des catégories. On verra ça plus tard. Ça, c'est aussi une des applications qui est disponible sur Dynatrace qui vous permet de scruter vos machines. Pour connaître les vulnérabilités, c'est aussi simple que lorsque vous travaillez avec les failles CVE. En fait, pour chacune des failles, on a des packages. Et lorsque Dynatrace rend compte qu'il y a un package qui est installé, qui porte une faille, du coup, c'est là qu'il remonte des vulnérabilités. Vous avez la partie disponibilité. Donc, la disponibilité, donc on est sur une machine, lorsqu'on parle de disponibilité, c'est pour dire qu'est-ce que la machine est up et down, tout simplement. Lorsqu'on parlera de disponibilité étant sur un service, c'est juste est-ce que le service est up et down. Et donc, du coup, c'est pour ça que les disponibilités, en général, à un instant T, c'est du binaire, disponible, pas disponible. Mais il parle de pourcentage parce que il fait une moyenne sur votre échelle de temps. Donc, il est 100% sur les dernières 2 heures. Faites bien attention de toujours corréler l'espace de temps qui interagit sur tous les éléments. Parce que votre disponibilité entre 10 et 11 heures n'est pas votre disponibilité entre 20 et 21 heures. Donc, faites bien attention. Il y a un autre élément ici qui n'est pas renseigné, c'est pour ça qu'il est au gris. C'est la partie SLO. Ça aussi, on reviendra dessus en détail. Mais tout ce que je peux dire maintenant, c'est que le SLO va vous permettre de calculer des moyennes sur un espace en général. On le cadence sur une semaine pour vous donner un état de votre service. Est-ce qu'il est up à 99%, ce genre de choses. Donc on verra comment est-ce qu'on pourra définir des SLO qu'on appliquera à nos machines, qu'on appliquera à nos services. Et donc du coup, désormais à ce niveau, on verra le nombre de SLO appliqués. Et puis en fonction, comme pour les deux états, on a toujours un code couleur qui s'affichera pour dire l'état est OK au cas où. Le dernier élément, c'est la partie propriétaire, les owners. Donc lui aussi, il est au gris parce qu'aujourd'hui, on n'a pas d'équipe qui a été définie comme appartenant à cette équipe. On n'a pas défini une équipe propriétaire de cette machine. Bon, il y a différentes manières d'affecter à une équipe, hein, mais la manière qui vous permet de la voir depuis une application, c'est la partie owner. Donc là, dans notre cas, on ne l'a pas défini, mais c'est pas pour dire que c'est pas parce que un élément n'a pas de propriétaire qu'il n'est pas possible d'envoyer une notification. Donc on verra qu'il y a différents mécanismes. C'est souvent bien de mettre quand même un propriétaire, ça fait que si vous avez une équipe support qui regarde, d'un coup d'œil, ils peuvent avoir l'information sur tel propriétaire, vous avez directement les informations sur le propriétaire. Ça peut être intéressant. Mais on verra plus tard, quand on verra les process de notification, que on peut notifier une équipe sans que l'élément, le propriétaire soit tagué. Mais ça veut dire qu'on garde une table de correspondance.
qu'on définira dans Dynatrace. Si c'est telle application ou telle tags, tu envoies à telle équipe. Donc, vous avez différentes méthodes. Donc, c'est pas forcément déconnant de ne pas avoir le propriétaire, mais ça peut être pas mal. Surtout pour des très grosses équipes. Donc là, on était en train de parcourir cette barre d'état sur la partie host. Si je reprends le même pour la partie service et que je reprends un service au hasard. Donc vous voyez, on a toujours la même barre d'état, mais bien évidemment, on ne parle pas il y a un certain nombre d'éléments qui ont sauté tout simplement parce que ça n'a pas de sens lorsqu'on est en train de parler de service. Donc, du coup, la barre d'état s'adapte en fonction de l'application dans laquelle vous êtes. Donc, il positionne ou il retire les éléments en fonction de la barre. Comme toujours, lorsque vous entrez, vous avez les tags et les propriétés. Donc, maintenant, lorsqu'on est au niveau du service, vous voyez, on a un peu plus de tags. Et donc, comme à chaque fois, lorsque vous positionnez, là maintenant, dans le cas des hosts, entre parenthèses, c'était marqué appliqué par votre offre cloud. Et là maintenant, il vous dit c'est appliqué par votre règle de tagging. Donc c'est comme ça que ça vous permet, au niveau de propriété et tags, vous pouvez savoir est-ce que c'est de la machine que c'est appliqué, est-ce que c'est à partir. Donc là, on est carrément dans une règle qui est appliquée au niveau de la console. Donc c'est comme ça que vous pouvez distinguer d'où vient la règle qui est appliquée. Lorsque je regarde ici, donc dans le premier cas, c'est appliqué via la console par les règles de tagging. Dans le deuxième cas, il vous dit c'est appliqué par environnement. Donc quand il vous dit que c'est appliqué by environment comme ça, c'est pour vous dire que ça, c'est un tag qui est positionné via des variables d'environnement. Donc gardez aussi à l'esprit qu'on peut appliquer des tags via des variables d'environnement. Et ça, on le verra plus tard lorsqu'on rentrera dans le déploiement. Vous verrez que aujourd'hui, vous avez différentes méthodes pour appliquer les tags, mais ça, c'est une des très bonnes méthodes qu'on verra. Et on verra lorsqu'on va commencer à voir le release monitoring. On parlera des variables DT release product, que vous comprendrez pourquoi est-ce que c'est intéressant aussi de les définir via des variables d'environnement. Donc, vous voyez ici, on définit le nom de notre produit, on définit le stage, c'est la production, on lui donne une version. On verra derrière comment est-ce que Dynatrace récupère toutes ces versions et vous fait un inventaire de toutes vos versions. Et plus tard, lorsqu'on verra les release events, on verra comment est-ce que à partir de ces versions qui sont envoyées dans Dynatrace, on pourra avoir par exemple l'information comme quoi il y a une map qui a été faite. Ça, c'est très intéressant. Lorsque vous faites par exemple une map via Jenkins, vous pouvez dire, lorsque ma map se fait, Jenkins envoie l'information à Dynatrace. Ah, faites attention, met les notifications comme quoi il y a une map qui a été faite à 15 h. Ça permet que si à 16 h on est en incident, au niveau des graphes, on verra qu'il y a eu un incident. Il y a eu un déploiement, pardon, juste avant. Et donc, pour aller plus loin, si je reviens sur le concept de NoOps, en fonction de cette information qui est envoyée à Dynatrace, on pourra aussi, dans la même information qui est envoyée par Jenkins, Jenkins peut lui donner les informations sur qui a lancé le job Jenkins, qui l'a approuvé, quelle est l'URL pour le rollback, quelle est l'URL de remédiation. L'URL de médiation, je vous l'ai dit, ça peut être un job Jenkins qui va aller appliquer une config parce qu'on a telle erreur. Et ça, on verra tous ces éléments plus tard. Donc, je ne reviens pas sur les détails ici. Comme j'ai dit, c'est globalement les mêmes détails. Hein. C'est des choses que Dynatrace va découvrir au niveau maintenant de votre service. Alors que précédemment, il les découvrait au niveau global, au niveau de la machine. Comme toujours, on a les SLO, c'est le même concept. Et comme toujours, on a les owners. De la même manière que je vous ai dit, il y a une notion d'héritage au niveau des propriétés tags. Il y a aussi la même notion d'héritage au niveau des owners. On verra ça lorsqu'on fera, les applications, qu'on peut définir un propriétaire au niveau de la machine et on peut aussi définir un propriétaire au niveau du service. Ça peut être intéressant lorsqu'on a par exemple une équipe infra qui est vraiment en charge par exemple de déployer un cluster WebLogic. Donc là, on dit la machine est la propriété de l'équipe infra qui déploie le cluster, le cluster WebLogic avec ses différents nœuds. Et puis maintenant, on a les équipes maintenant plutôt applicatives qui viennent au sein de ce cluster
créer des instances. Et donc, vous comprenez donc que au niveau de la machine qui portera l'instance WebLogic, le service web, l'application WebLogic, on a l'équipe infra. Mais maintenant, au niveau du service qui va faire tourner l'application, on peut lui positionner un propriétaire différent. Et donc, du coup, ça permet qu'au sein d'une même machine, on puisse savoir, ah non, si on a un problème sur tel élément, c'est telle équipe qui en est responsable. Si on a un problème sur tel élément, c'est plutôt telle équipe qui est responsable. Donc, ça, c'est un peu le tour de la barre. Donc, comme j'ai dit, lorsque vous êtes sur les process, quand vous êtes sur les services, c'est exactement la même barre, mais la barre s'adapte en fonction de l'élément sur lequel vous êtes. Si je continue sur notre même lancée, lorsque vous décidez par exemple de switcher vers l'ancienne version, vous remarquez qu'on a toujours la même barre parce que comme je vous ai dit, peu importe la version dans laquelle vous êtes, la partie application elle ne change pas. Le seul moyen pour que la partie application change, c'est qu'il faut changer la version de l'application. Donc une fois de plus, on tente de parcourir la barre sur la nouvelle version et donc du coup, vous pouvez décider de retourner dans la version classique. Dans la version classique, vous avez toujours propriété en tags qui est là. Par contre, les autres informations, les SLO, les choses comme ça, sont moins accessibles. Donc du coup, c'est pour ça que je disais, en général, on va vous recommander de rester dans la nouvelle version parce que étant dans la nouvelle version, vous aurez en général plus d'options. Donc c'est le tour, on a fait le tour pour cette vidéo.